bienvenue sur cette conférence autour de ce thème-là. La prépa HEC est-elle une filière d'avenir? Question que vous vous posez tous et toutes, j'imagine, aujourd'hui. Et j'aimerais commencer, avant de rentrer dans le détail de ce qui va se passer pour l'avenir de la prépa HEC, vous parler un petit peu du passé et vous préciser qu'en fait, tout est possible. Je ne sais pas si vous voyez les notes affreuses qui s'affichent sur l'écran, mais ça, ce sont les notes d'un étudiant. En l'occurrence, l'étudiant que j'étais il y a à peu près 20, je ne compte plus, mais plus de 20 ans, 25, 26, 27 ans. Ça, c'était les notes. À l'époque, on passait les concours en première année. Donc, on avait une année de prépa, mais que généralement on redoublait. Et à l'issue de la première année, donc on passait ces concours. Et donc moi, c'était une forme de désamour de la prépa qui se créait avec ces notes-là. Donc j'étais dans les derniers à l'ESCP, avec des notes autour de 5 de moyenne. Donc, je sais que parmi vous, il y a des gens qui se posent la question: dois-je faire une prépa HEC, sachant que je n'ai pas tout à fait le niveau, qu'il y a eu le Covid pendant 2 ans, que je ne suis pas très bon en maths, que je n'ai pas choisi SPMath ni Math Expert. Bref, vous vous posez ces questions. Sachez qu'avec un niveau comme ça, on peut ensuite, et donc là c'est la transition vers ma présentation, on peut ensuite intégrer une grande école. Donc moi pendant 2 ans j'ai fait une prépa HEC au lycée Michelet à Vanves. J'étais un étudiant très moyen au lycée, bachelier sans mention, dernier en maths de mon lycée juste avant le bac, avec un magnifique 3 sur 20. Et pendant 2 ans, voilà, il y a eu cette révélation qui s'est faite surtout en deuxième année. En première année, vous avez vu, ce n'était pas tout à fait ça. J'ai développé des méthodes qui m'ont permis ensuite d'intégrer HEC, et j'ai eu envie de transmettre ces méthodes ensuite ça fait maintenant plus de 25 ans. Et j'ai notamment parlé de ces méthodes-là, des rencontres que j'ai faites, des rencontres magnifiques que j'ai faites. Il y a d'ailleurs l'un des élèves, des anciens élèves qui est en face de moi, dont je parle dans cet ouvrage, donc, qui s'appelle « Les secrets pour intégrer HEC ». J'enseigne les mathématiques depuis plus de 25 ans et je suis directeur d'une prépa qui s'appelle MyPrépa. Et j'ai fondé aussi en 2013 une plateforme, une classe virtuelle, qu'on utilise aujourd'hui aussi dans notre salle de classe qui s'appelle la Live Class. Voilà pour la petite présentation. Et donc, comme je vous le disais, tout est possible, et on va commencer dans cette présentation par démonter, en tout cas essayer de questionner tous les clichés qu'on se fait de la prépa HEC. On va faire un petit vrai-faux sur différents sujets. Ensuite, on parlera de l'actualité de la prépa, de voir en quoi la prépa aujourd'hui est performante, et on verra, et c'est le cœur du sujet, si la prépa HEC est une filière qu'il faut choisir pour votre avenir. Alors, on va commencer par un vrai-faux. Et on va, pour ce faire, lors de toute cette conférence, utiliser des sources fiables, donc notamment une étude de l'EDEC qui est passionnante, que je vous invite à lire, qui fait une 50aine de pages, mais qui est passionnante. On va en passer les différents éléments aujourd'hui. Je vais vous parler aussi beaucoup de parcours, parce que, certes, c'est bien beau de vous proposer des chiffres, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir derrière les expériences humaines qu'il y a derrière une prépa HEC. Et j'utiliserai d'autres sources qui seront précisées. Allez, on est parti pour le vrai-faux. Premier cliché qu'on a sur la prépa, c'est de se dire « la prépa, c'est risqué ». Est-ce risqué de faire une prépa? Souvent, les étudiants se posent la question et se disent « oui, mais si je fais une prépa, peut-être que dans 2 ans, je ne vais pas avoir une bonne école. Je préfère tout de suite avoir une école post-bac parce que c'est plus sûr ». Eh bien, permettez-moi de vous dire que c'est faux. Jamais la prépa a été aussi sûre. Concrètement, il y a plus de places en grande école, des étudiants qui passent le concours post-prépa, que d'étudiants de prépa. Donc du coup, chaque étudiant qui fait une prépa a la garantie de pouvoir avoir une école à l'issue de son année de prépa. J'irai même plus loin. Si des étudiants font le choix de la prépa, et qu'au bout de quelques semaines, ils se rendent compte que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils veulent, eh bien, ils ont la possibilité de passer les concours post-bac et rejoindre. Donc, on a eu le cas l'année dernière, un étudiant qui n'était pas bien classé dans notre prépa en première année. Il a passé les concours post-bac et il est aujourd'hui à l'IESEG. Il est très heureux d'être à l'IESEG. Et tout ce qu'on lui a appris en exigence, en élévation intellectuelle, pendant les quelques mois qu'il a passé en prépa, ça lui a permis de décrocher haut la main le concours de l'IESEG. Aussi, autre élément pour vous rassurer, c'est que même si à l'issue des 2 années de prépa, vous n'êtes pas du tout content de votre école, vous avez eu un burn-out qui vous a empêché d'avoir une école. Voilà, prenons le cas catastrophique que j'ai déjà vécu avec certains élèves, 2 élèves. Eh bien, il y a quand même la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les crédits ECTS. C'est un système qui vous permet d'avoir chaque année 60 crédits ECTS. Et à l'issue de vos 2 années de prépa,
vous êtes garanti d'avoir une place dans une université en L3. Donc la prépa, soyons clairs, n'est pas du tout risquée. Je rajouterais même que c'est tactiquement le meilleur choix compte tenu de la chute du nombre d'élèves. C'est-à-dire que là, cette année, on a 9000 étudiants qui ont fait le choix de la prépa ECG, donc prépa HEC, qui s'appelle ECG maintenant. L'année dernière, c'était 10 000. Donc il y a 9000 étudiants pour 5600 places dans le top 12, ce qui veut dire qu'en termes de probabilité, ça n'a jamais été aussi probable d'intégrer une grande école. Voilà, ça c'était le premier cliché. Je vous laisserai me poser des questions en fin de conférence, ne vous inquiétez pas. Deuxième cliché, la prépa, c'est réservé aux premiers de la classe des grands lycées parisiens. Je n'ai pas trouvé de photo de premier de la classe, donc j'ai mis une petite image. Voilà, donc c'est réservé aux premiers de la classe des grands lycées parisiens. Ça, j'imagine beaucoup se font ce cliché-là. Je vous ai montré déjà dès les premières minutes de la conférence que, en fait, pas du tout. Mais je me permets d'enfoncer le clou et de vous dire, bah non, en fait, comme je vous le disais, il y a plus de places en école que d'étudiants de prépa. Et en plus de 25 ans de carrière, j'ai rencontré des profils très variés. Et j'ai choisi de zoomer sur un profil, Coralie. Coralie, qui elle était dans une prépa de bas de classement, en prépa HEC. Elle était dans une prépa qui mettait 0% d'étudiants dans le top 3. Et ces étudiantes, pendant 2 ans, à chaque fois, elle me parlait de ses problèmes de confiance, de gestion du stress, qu'elle n'y croyait pas, qu'elle voulait sans doute retourner à la fac. Bref, elle était en plus en queue de classe sur certaines matières dans sa prépa, qui elle-même était en queue de classement. Et ben, cette étudiante, on l'a tenue à bout de bras pendant 2 ans en lui faisant du coaching complémentaire. Et à l'issue des 2 années de prépa, elle a eu Audencia, qui était honorable, hein, Audencia, qui est bien au-dessus en termes de classement que la première la première école post-bac. Et elle a quand même voulu faire une 3e année. Elle s'est dit non, je pense que j'ai encore la force, par contre je veux changer de prépa, donc elle est venue chez MyPrépa. Et regardez comment ça se termine, c'est plutôt une belle histoire. Elle termine major en culture générale avec 20, major en éco à l'ESCP avec 20, 17 de moyenne en maths ou 18, j'ai pas fait le calcul, je vous laisserai faire le calcul. Et elle termine évidemment à HEC. Alors qu'elle n'avait pas du tout le profil de l'emploi. Elle n'était pas faite initialement pour une grande école du top 3. Elle termine à HEC haut la main. 3e cliché que vous avez peut-être en tête, la prépa c'est stressant. Eh bien, je ne vais pas vous rassurer. Effectivement, la prépa, c'est stressant. Et donc je vais vous donner quelques chiffres. Le niveau de pression ressenti, qu'on voit dans l'étude de l'EDEC 2020, est autour de 7 sur 10. Donc oui, on va dire, voilà, le niveau de pression, oui, il y a de la pression. Mais c'est parfois une pression qui est vécue comme un challenge, et là aussi, un chiffre intéressant, 87% des étudiants interrogés à la fin de leurs 2 années de prépa disent qu'en fait ce stress, c'était surtout du challenge. Et je me permets quand même de parler des vertus de la gestion du stress, des vertus du stress. Dans la vie, on le verra, en 3e partie, quand je vais parler des compétences de demain, la gestion du stress fait partie des grandes qualités, des grandes compétences qu'il faudra acquérir dans les années à venir. En prépa, vous allez apprendre à gérer ce stress. Vous ne pourrez pas traverser votre vie sans apprendre à gérer du stress. Et je pense que les parents qui sont ici pourraient en témoigner. Donc, en fait, c'est bien qu'il y ait du stress. École post-bac, effectivement, vous n'aurez pas beaucoup de stress. Mais par contre, vous en aurez sans doute plus tard. Saurez-vous le gérer? Peut-être pas. Avec une expérience de prépa, vous serez tout terrain. 4e cliché, la prépa, c'est 2 ans de compétition acharnée et sans vie sociale. Celui-là, on l'a bien entendu bien souvent. Et j'ai même lu, j'ai pas osé mettre le nom de l'auteur qui a écrit ça, donc il y a un auteur qui a écrit des choses sur la prépa HEC. Il a écrit « La prépa transforme les jeunes en gens violents ». Ok. En fait, non. C'est très très faux. Et donc, je vous donne là aussi, des chiffres précis. 72% des étudiants à la fin de leurs 2 années de prépa estiment que la prépa est une expérience collective. J'irai même plus loin, 78% estiment que leur épanouissement en prépa est associé à l'esprit de camaraderie. C'est autre chose qu'un match de boxe, vous l'entendez. Et je prendrai un petit exemple aussi assez sympathique. Je pense qu'il y en a dans la salle qui connaissent cette ancienne étudiante prépa qui s'appelle Henri Tran. Qui connaît le rire jaune?
dans la salle? Ah, voilà. Les parents, il n'y a pas de parents qui lèvent le doigt. En tout cas, voilà, c'est un YouTuber qui est très connu parmi les étudiants, pas que les étudiants de prépa, les lycéens, etc. Et bien, le Rire Jaune, à l'initiative de Rire Jaune, il y a 2 frères, dont un qui était en prépa école d'ingénieur, qui a eu une école d'ingénieur, et un qui était en prépa HEC et qui a eu l'ESSEC. Et ces vidéos hilarantes, les plus hilarantes, il les a faites quand il était en prépa. Il y a une vidéo notamment sur la prépa, je vous invite à la regarder, 5 millions d'abonnés, enfin voilà. Cet étudiant-là ne respirait pas la mauvaise humeur ou une santé défaillante, non, il était bien en prépa, il s'amusait en prépa, et il a fait 3 années de prépa, mais est-ce que c'est à cause du Rire Jaune? Ça, on ne le sait pas, mais en tout cas, voilà, on peut tout à fait avoir une vie épanouie en prépa, et sans avoir forcément une compétition entre les étudiants. Ça, c'est pas forcément toujours le cas. En revanche, et ça me permet d'embrayer vers un point important, c'est que le choix de la prépa sera tout de même déterminant. Certains étudiants, et là je zoome sur un étudiant qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui sur notre stand, le stand My Prépa, donc Gabriel, qui lui était à Henri IV. Donc là, je ne sais pas si vous voyez ceux du fond, on ne voit peut-être pas, mais je vais faire un petit résumé. Donc lui, il était à Henri IV, donc une très bonne prépa, avec de bons résultats. C'était un étudiant brillant au lycée, sauf qu'il ne s'est pas développé dans cette prépa, parce qu'il était en queue de classe, concrètement. Il est en mathématiques, il avait du mal à se développer. Et au concours, du coup, à l'issue des 2 années de prépa, il termine avec 3 HEC en maths, autour de 5-6 de moyenne en maths, et du coup, aucune école du top 7, pas pris dans un institut privé qui pourtant généralement prend des cubes. Là, il n'a pas eu de place dans cet institut privé. Du coup, il est venu nous voir. Et évidemment, nous, on l'a pris, parce qu'on sait comment gérer ce genre d'étudiants. Et ce genre d'étudiant, avec le bon accompagnement, a fini par avoir plus 9 points en maths, plus 5 points de moyenne générale, et il termine major de l'EDEC en 2021, avec 18 de moyenne à l'écrit et à l'oral. Et il est aujourd'hui à HEC. Donc je vous invite, si vous voulez avoir des parcours inspirants, je vous invite à aller échanger quelques mots avec lui. Il est là-bas. Je ne sais pas s'il est là dans la salle, mais il doit être derrière. 5e idée reçue. Les maths, l'histoire, la philo, ça ne sert à rien dans la vraie vie. Celui-là, je l'entends avec mes enfants à la maison. Ça sert à quoi l'histoire? Bref. Eh bien, en fait, ça, c'est aussi, selon moi, une erreur de diagnostic. Les mathématiques seront partout, dans la plupart des métiers que vous ferez. Si vous voulez travailler dans les métiers du management, vous aurez des maths partout, en ressources humaines, en finance. Si vous voulez être avocat d'affaires pour faire des montages juridiques, il y a des mathématiques partout. En marketing, Ken Le Cou très bien placé pour le savoir, des tableaux avec des chiffres, il y en a partout. Donc gérer, savoir, comprendre les mathématiques, c'est fondamental, c'est l'une des compétences majeures qu'il faudra développer pour les années à venir. Ensuite, géopolitique, économie, philosophie, langue vivante, contraction de texte, tout ça vont permettre d'avoir ce qu'on appelle les hard skills qui seront utiles à l'avenir. Et ça me permet d'embrayer assez vite vers cette critique qu'on fait souvent du système en disant « mais c'est une exception française, la prépa HEC, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans le monde entier ». Eh bien, là aussi, c'est faux. Et là, je vous prends l'exemple des universités d'arts libéraux. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous invite à taper Liberal Arts et Harvard College. College qui veut dire université en anglais, et non pas collège. En fait, il y a énormément d'universités qui partent du même principe que la prépa HEC, c'est-à-dire des effectifs à taille plus réduite, avec un socle de matières fondamentales qui sont travaillées, donc les mathématiques, l'histoire, etc. Parce que l'idée, et ils le disent ici, c'est que pour changer le monde, il faut d'abord le comprendre. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez le monde quand on a 18 ans, qu'on a connu une crise sanitaire où le niveau a fortement chuté au niveau académique? Vous n'êtes pas armé encore pour affronter le monde professionnel. Et ça, ils le savent dans le monde entier. Il n'y a pas qu'en prépa, il n'y a pas qu'en France qu'il y a le système de prépa HEC. Dans le monde entier, vous avez ce système de d'abord travailler les fondamentaux avant de se spécialiser. 7e idée, souvent avancée par certains, c'est que l'avenir, c'est l'étranger. Et donc, je pars étudier à l'étranger. Il y a des étudiants qui pensent ça. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres.
Alors, évidemment, ce sont des chiffres statiques de 2018. Le monde va peut-être changer d'ici là. Mais sachez que, en moyenne, il n'y a que 4,5% de la population française qui vit à l'étranger. La durée moyenne d'expatriation, c'est 11 ans, c'est-à-dire à peu près un quart de votre vie active. Donc, votre vie active sera en moyenne essentiellement en France. Et en France, vous êtes quand même soumis plutôt au système français, avec l'importance du diplôme. Et donc, attention à ce cliché parfois que vous avez en tête de vous dire « moi, je veux aller à l'international ». Vous irez à l'international. Dans les grandes écoles de commerce, vous irez à l'international, c'est obligatoire. Vous aurez des stages à l'étranger à faire, vous aurez des campus étrangers, et vous travaillerez peut-être une partie de votre vie à l'étranger. Mais partir à l'étranger pour étudier, ce n'est pas forcément la meilleure idée. 8e idée reçue, et on est presque au bout, et ensuite on passera à la partie 2. Une bonne école post-bac, ou un BBA, c'est la même chose qu'une grande école post-prépa. Alors celui-là, je l'entends un peu moins, c'est pour ça que je le mets un peu à la fin. Mais il y en a quand même qui m'ont... C'est pas plus tard qu'il y a 6 mois, j'ai quand même quelqu'un qui m'a dit, là aussi je vais taire son nom, mon père a toujours rêvé de faire le SCP, donc j'ai choisi de faire le BBA ESCP. Je n'ai absolument rien contre le BBA ESCP. Mais il faut quand même savoir que ça n'est juste pas du tout la même chose. Et j'en veux pour preuve, en fait, tout simplement, les classements. Donc là, il faut... Soyez très rigoureux dans la façon dont vous allez analyser votre avenir et vos choix d'orientation. Regardez les classements internationaux, regardez les accréditations. Donc là, on a la chance quand même d'être dans un pays où, et là j'inclus les écoles post-bac, où les écoles post-bac sont bien accréditées. Elles ont souvent la triple accréditation. Pas toutes, vérifiez, mais vérifiez donc cette triple accréditation. Et ensuite, allez voir les classements. Et là, on a le classement qui fait référence, qui est le classement de Financial Times, qui vient de sortir là en 2021, et où vous voyez le classement des différentes écoles. Alors ça prend en compte beaucoup de paramètres, la qualité de l'enseignement, la qualité des étudiants, la perspective d'évolution des étudiants ensuite, le niveau des salaires. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail technique des salaires, mais on n'a pas les mêmes salaires quand on a HEC et quand on a une école post-bac. Et donc là, je vous ai mis en gras donc HEC première du classement des business schools européennes et première école post-bac 62e. Donc on ne parle pas de la même chose concrètement. Et là, il n'y a pas les BBA. Les BBA, c'est encore en dessous. Il n'y a pas, en fait. Ce n'est pas dans le classement. Donc attention de ne pas faire d'amalgame. Ce n'est pas parce que vous avez un BBA ESSEC que c'est la même chose que l'ESSEC. Ou un BBA Polytechnique, ce n'est pas Polytechnique. On ne parle pas de la même chose. Et enfin, et là, c'est une critique qui est aussi une autocritique, parce que nous aussi, on aime bien le marketing. Mais soyez méfiants, ayez du recul sur tous les messages que vous entendez aujourd'hui sur le fait que, oui, il y a l'international, c'est super, on est dans des expériences immersives, on est dans de l'expérientiel. Je me suis amusé à prendre des termes comme ça. J'ai vu pas mal de vidéos pour préparer la conférence. Très amusant quand on le voit avec un peu de recul, parce que le jargon est le même en fait. Donc il y a le professionnalisant, accréditation, expérientiel, immersif, voilà, des choses qui font envie. Concrètement, si vous faites le choix d'une école post-bac, vous allez vous éclater, clairement. Vous aurez, en termes d'employabilité, vous aurez un emploi. Donc c'est pas la question en fait. La question c'est est-ce que la formation que vous vous apprêtez à faire va vous préparer au mieux pour les 20, 30 années qui suivent. C'est ça la question que vous devez vous poser. Et avant de passer à la partie 2, je voulais conclure par cette slide. Les étudiants de prépa adorent la prépa. Donc, toujours cette étude de l'EDEC 2020, où les étudiants jugent de leur appréciation de la prépa. 95% pensent que la prépa est enrichissante. 87%, je l'avais déjà dit, pensent qu'elle est challengeante. 87% pensent qu'elle est passionnante, heureuse. Et oui, ils sont heureux en prépa. Près de 80% des étudiants ont estimé que leur expérience était une expérience heureuse. Donc, cessons à chaque fois de saboter la prépa. Non, la prépa, ça se passe bien en fait, dans bien des cas. Voilà pour cette première partie sur le vrai-faux. Et on va passer maintenant à la partie 2.
Je répondrai à toutes vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Sur donc l'actualité de la prépa. Est-ce que la prépa HEC est un système performant aujourd'hui? J'en ai un petit peu parlé avant, mais là je vous donne encore quelques autres chiffres. Donc la prépa HEC, ça reste le cursus le plus efficace pour rejoindre une grande école. Donc là vous avez donc, nombre de places aux Parisiennes. Alors les Parisiennes, pour ceux qui ne connaissent pas le jargon, HEC, ESSEC, ESCP. Vous avez beaucoup plus de chances, donc 1215 places pour les étudiants de prépa, versus 205 places pour les admis sur titre. Et à quoi sert la prépa? Parce que ça aussi, ce sont des questions qu'on nous pose, mais la prépa, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on fait après une prépa? Eh bien, en fait, je vais vous surprendre. On va d'abord parler des choses qui sont un peu moins connues. Souvent, on a un petit peu ce cliché en tête de se dire moi, je n'ai pas besoin de faire une grande école parce que moi, je vais être un autodidacte, je vais monter ma start-up et ça va être génial, la vie. En fait, c'est plus compliqué, la vraie vie. La vraie vie, en fait, ceux qui font des startups qui souvent voient le jour et qui se développent beaucoup, et bien souvent, quand on regarde à la tête de ces startups, vous avez des étudiants qui ont fait une grande école. Je vois des gens qui prennent en photo. N'hésitez pas, je vous mettrai le mail, contact@myprepa.fr, on pourra vous envoyer les slides de cette présentation. Mais là, vous avez des exemples de personnalités très inspirantes qui ont fait toute une école de commerce via une prépa HEC. Et par exemple, Stanislas Knox-Château, qui a un parcours assez incroyable. Donc lui qui avait de gros problèmes de bégaiement. Quand vous regardez ses vidéos, il a encore des problèmes de bégaiement. Il voulait être tennisman professionnel. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le niveau pour être le Gaël Monfils de demain. Et donc, il s'est dit, je vais faire une prépa HEC. Il a fait une prépa HEC. Et puis, il a terminé à HEC. Et il est né en 87, donc il est jeune. Et il a fondé Doctolib, que tout le monde connaît, avec le contexte actuel. Et donc, il est à la tête d'une start-up qui s'appelle une licorne, c'est-à-dire une entreprise qui est évaluée à plus d'1 milliard de dollars de valorisation. Donc voilà, vous avez cette personnalité qui est très inspirante, mais voilà, je vous laisserai regarder donc Jonathan Benassaya qui a créé Deezer, il a fait une prépa et il a fait l'ESSEC. Adrien Nussembaum qui était la promo juste en dessous de la mienne, donc il est légèrement plus jeune que moi, et lui il a créé une start-up qui cartonne aux États-Unis qui s'appelle Miracle, c'est aussi une licorne. Bref, je vous invite à creuser tous ces parcours-là. Donc la prépa HEC est la voie royale pour ceux qui veulent être entrepreneurs et créer des start-up derrière qui vont se développer à grande échelle. Et là aussi, je vous ai pris des parcours inspirants, mais j'aime bien aussi, c'est mon côté un peu prof de maths, avoir derrière des chiffres. Et là, en 2017, on a aussi une statistique. Au CES de Las Vegas, pour ceux qui ne connaissent pas le CES de Las Vegas, c'est un salon où vous avez toute la tech, toutes les startups de la tech qui vont exposer. Eh bien, en 2017, 3/4 des fondateurs de startups françaises présentes au CES étaient issus d'une grande école. École de commerce et école d'ingénieurs, pour être tout à fait précis. Vous avez le split par une étude de Roland Berger. 46% des fondateurs de startups sont sortis d'une grande école, pour moitié d'une école de commerce et pour l'autre d'une école d'ingénieurs. Si vous voulez être entrepreneur, c'est une bonne idée de faire une prépa HEC. Bon, là, je ne vais pas trop m'éterniser parce que c'est plus classique. Si vous avez envie d'être PDG du CAC 40, je ne vais pas vous poser la question aujourd'hui parce que je pense que peu de personnes lèveraient la main, quoique, c'est aussi une bonne idée de faire une prépa HEC. Vous avez entre 80 et 90% des PDG français du CAC 40 qui ont fait une grande école, avec en tête HEC. Je crois qu'il y a 11 PDG du CAC 40 qui ont fait HEC devant Polytechnique et l'ENA, me semble-t-il, à vérifier. Mais j'irai plus loin, c'est-à-dire que même si vous ne savez pas quoi faire, et c'est sans doute le cas de 99,9% des étudiants aujourd'hui, Ken ne savait pas quoi faire en faisant une prépa HEC, je ne savais pas quoi faire en faisant une prépa HEC. Eh bien, la prépa HEC, c'est précisément la voie qui vous permet ensuite de faire des carrières très variées. Et là, je vous ai mis des exemples. J'aurais pu rajouter Valérie Pécresse, qui a fait aussi HEC, avec une prépa HEC. François Hollande, Christophe Barbier, Claire Chazal, Henri Tran, j'en ai parlé tout à l'heure. Jean-Jacques Goldman, qui avait fait l'EDEC. Je pense que ça se sait. Bref, vous avez une plasticité infinie de métiers en faisant une prépa HEC. Maintenant qu'on a parlé de la performance du système aujourd'hui, il faut quand même se poser la question, ok, mais demain, est-ce que la prépa, est-ce que c'est un truc qui va encore se développer? Eh bien, en fait, là aussi, il faut quand même poser quelques éléments de contexte.
Ça ne vous a pas échappé qu'on est dans une situation sanitaire compliquée, on est dans un environnement qui va se complexifier avec des grandes menaces sanitaires, sécuritaires, environnementales, économiques, bref, un monde assez incertain. On est aussi dans une incertitude quant au métier à venir. Et là, je prends aussi l'exemple d'une étude qu'il faudrait sans doute mettre à jour, parce qu'elle date de 2017, donc il faudrait voir où on en est du chiffre. Mais 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. En 2030, 85% des métiers seront nouveaux. Et enfin, troisième élément de contexte, c'est qu'on est dans un environnement international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les Français dans le monde, ça ne vous a pas échappé. Il y a aussi, maintenant il y a des machines, il y a l'intelligence artificielle qui va remplacer de nombreux métiers, notamment les métiers intermédiaires. Il y a des cerveaux à l'international, en Asie, en Amérique, en Europe évidemment. Et donc tout ça fait qu'il faut regarder précisément quelles sont les compétences qui seront nécessaires dans le monde de demain. Et là, il y a une étude, il y a un forum qui s'est tenu en 2020 qui est très intéressant et qui nous parle, alors là je ne vous ai pas mis les 10, mais il y a les 10 compétences clés à développer demain. Eh bien regardez, pensée critique et résolution de problèmes, apprentissage actif, stratégie d'apprentissage, résilience et tolérance au stress, tiens, je vous en ai parlé tout à l'heure, leadership, créativité, originalité et prise d'initiative. Voilà quelles seront les compétences clés demain. Avec un chiffre encore, 50% de tous les employés dans le monde entier auront besoin d'une requalification d'ici 2025. Bref, vous allez passer votre vie à changer de métier, à devoir vous remettre en question, à gérer le stress d'un nouveau métier, une nouvelle forme d'apprentissage. Et qu'est-ce qu'on apprend en prépa en fait? Eh bien, c'est exactement ce qu'on apprend. On apprend, je vous ai parlé des hard skills, mathématiques, esprit critique, esprit de synthèse, capacité à bien écrire en français, capacité à bien écrire en anglais, à bien écrire dans sa LV2, espagnol, allemand, etc. Mais aussi les soft skills, gestion du stress, créativité, motivation. Tout ça, ce sont des qualités, donc il va falloir aussi développer, et on les apprend en prépa. Et puis là, moi, je vous parle, et ça, on pourra poursuivre ensuite, mais nous, on n'a pas attendu le Covid pour réinventer aussi des nouvelles formes d'apprentissage. Et donc, nous, dans notre méthode pédagogique, on sera au cœur des compétences qu'on veut développer pour nos élèves, et notamment concernant la valeur ajoutée pédagogique. Je ne vais pas m'étendre, parce que ce n'est pas le propos de cette conférence, mais on pourra poursuivre l'échange ensuite. Et donc, avant de répondre à vos questions, j'aimerais quand même conclure par des citations que j'ai trouvées inspirantes. On a un professeur de géopolitique qui s'appelle Frédéric Meunier, qui a utilisé cette expression que je trouve très juste. La classe prépa est une rupture de destin. Si je n'avais, moi, à titre personnel, il y a longtemps, et si je n'avais pas eu la chance d'avoir ce dossier rose qui était venu en classe pour le remplir, pour passer la prépa, alors que je m'apprêtais à faire un DUT, enfin, je n'étais pas de ce monde-là. Si Ken Lecoutre, qui est là en train de filmer, n'avait pas aussi eu envie de sortir de son destin. Et j'aimerais terminer sur Ken Lecoutre, qui lui, est un ancien étudiant qui était dans un lycée du sud de la France, dans un lycée mal classé quand il était au lycée, donc à Apt, classé 1392e sur 2277, c'était un lycée ZEP. Il m'a envoyé les bulletins, je me suis bien amusé, il avait autour de 7 de moyenne en maths, en première, hein, et puis en terminale, tu as persévéré dans la médiocrité en maths. Il est arrivé en prépa avec un niveau catastrophique, je te le dis, Ken, c'était catastrophique. Je n'ai pas gardé les SMS, j'aurais dû, mais c'était sympathique ce que tu pouvais m'envoyer parfois par SMS. Et bien cet étudiant a eu une énergie incroyable. Il a réussi à sortir de sa condition initiale pour s'élever, et il a atteint, après avoir travaillé pendant 2 ans comme personne, et ben il a eu quoi, 19, je crois, autour de 19 en mathématiques à l'EDEC et à l'EM, autour de 12-13 aux Parisiennes, grosse note en culture générale et en géopolitique. Il termine à l'ESSEC, c'est le seul de sa prépa à terminer à l'ESSEC après 2 années de prépa. Voilà quelles sont les trajectoires inspirantes, et ce pourra être aussi vos trajectoires si vous choisissez de faire une prépa HEC. Merci pour votre écoute, et on peut passer aux questions si vous en avez.
la différence entre une prépa HEC et Maï Prépa en fait chez nous? Alors, quelle est la différence entre une prépa HEC et Maï Prépa? En fait, une prépa HEC, déjà, ça s'appelle plus prépa HEC. Donc, certains pourraient me dire, attention, ça s'appelle prépa ECG. C'est le nouveau nom de la prépa HEC. Tu dois avoir, alors j'ai pas compté, mais tu dois avoir à peu près 80 établissements qui te préparent au concours pour avoir une grande école post-prépa. Donc tu as 80 établissements. Parmi ces établissements, tu as des établissements publics, tu as des établissements privés sous contrat, donc ces deux catégories sont sous Parcoursup, et tu as les établissements privés hors contrat, qui sont hors Parcoursup. Maï Prépa, c'est un établissement privé hors contrat, donc qui est hors Parcoursup, qui présente une pédagogie que je ne vais pas exposer ici, ce n'est pas l'objet. Vous pourrez nous voir tout à l'heure sur le stand. Ça va? C'est clair? Ouais. Oui, autre question. Comment Ken Lecoutre, il est passé de difficulté en maths à 19 de moyenne? J'adore parler de ça. Comment Ken a réussi à passer de 7 en première à 19 à l'EDEC et à l'UM Lyon? Tu veux venir en parler, Ken? Non, moi je peux en parler parce que c'était... en fait, déjà, en termes de tempérament, on a quelqu'un d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand il venait en cours chez Maï Prépa, donc il prenait du cours complémentaire. Il n'était pas dans notre prépa parce qu'on n'avait pas notre prépa encore à Paris. Donc il venait en cours complémentaire. Déjà, c'était toujours le premier à arriver. Donc déjà, grosse discipline. Dans sa prépa, il avait des stratégies d'optimisation de son temps qui étaient assez incroyables. Il a répété une infinité de fois certains exercices jusqu'à comprendre. Donc, il y a eu beaucoup de répétitions dans cette compréhension et ce développement mathématique. Et la première année, c'était catastrophique. Il était vraiment à 5 ou 2, non, c'était 2, je crois, 1, je sais plus, 1, et quelques. Voilà, il était autour de 1, donc il était dans les derniers de sa prépa. Et en deuxième année, il y a eu une forme de déclic. Moi, le déclic est venu aussi en deuxième année. Tu as vu mes notes en première année, c'était pas ça. C'est venu en deuxième année. Et il a fini par... il était impressionnant, c'est-à-dire qu'il connaissait tous les classiques. À force d'avoir répété les choses, il avait compris aussi, parce que apprendre les maths ne sert à rien si tu n'as pas compris derrière les concepts. Donc lui, à force de répéter, il avait fini par comprendre les concepts. Et alors, ça n'a pas été suffisant pour avoir plus de 15 en maths aux parisiennes, parce qu'aux parisiennes, le niveau est vraiment plus élevé. Mais il avait quand même eu son petit 12-13, qui n'était pas pénalisant, puisqu'il avait derrière 19 en culture générale, 17 en géopolitique, et puis il était bon dans les autres matières. Donc voilà, beaucoup de sueur. Mais la bosse des maths, alors je le dis, parce que peut-être qu'il y en a qui pensent encore que la bosse des maths existe, la bosse des maths n'existe pas. Les mathématiques, on travaille les maths avec un bon prof, un ou plusieurs bons profs, on progresse en maths. C'est une matière qui est juste. Merci. J'ai cru comprendre que maintenant, en prépa CG, il y avait plusieurs filières dominantes. Est-ce que vous pouvez juste expliquer quelles sont ces filières et les différences et en termes de débouchés sur les grandes écoles? Oui. Alors, oui, quand on choisit une prépa ECG, il y a effectivement, le système a changé. Avant, il y avait la filière ECE et la filière ECS. Bon, il y avait aussi la filière ECT-BL, mais je passe sous silence ces deux filières-là. Il y avait aussi la filière AL, bref, je ne rentre pas dans trop de complexité technique. Là, aujourd'hui, ils ont ouvert la possibilité aux étudiants de choisir maths facile, qu'on appelle maths appliquée, accouplé avec économie, ou alors maths appliquées accouplées avec géopolitique, ou alors maths difficiles qu'on appelle maths approfondies accouplées avec économie, ou maths approfondies accouplées avec géopolitique. Voilà. Donc on a aujourd'hui 4 combinaisons possibles. Il m'est difficile de vous expliquer en 5 minutes comment faire ce choix, donc je vous invite plutôt à venir mercredi prochain. On anime une conférence chez Maï Prépa ou à distance sur le thème « Choisissez vos options en prépa ECG ». Et donc là, je vais rentrer dans le détail, vous montrer quelles sont les bonnes copies de géopolitique, à quoi ressemble une bonne copie de géopolitique, à quoi ressemble une bonne copie d'économie, à quoi ressemble un sujet de mathématiques approfondi, à quoi ressemble un sujet de mathématiques appliquées. Et donc on parlera des coefficients aussi, parce que les coefficients viennent de tomber. Et donc, ça vous permettra d'y voir un peu plus clair sur effectivement ce choix qui s'annonce un peu compliqué. Alors, est-ce que les écoles de commerce recrutent via des prépas scientifiques? Non, les prépas scientifiques, enfin oui et non, le oui arrive après. Quand on fait une prépa scientifique, on intègre une école d'ingénieurs. Mais ensuite, une fois qu'on est en école d'ingénieur, il y a parfois des doubles diplômes possibles.
Et donc, alors moi je le vois surtout du côté prépa HEC, où j'ai un ancien étudiant qui s'appelle Paul-Louis Donnard, je peux le citer. Il a fait HEC et il a fait ensuite le double diplôme Polytechnique. Il a dû passer un concours, donc voilà, il ne s'est pas arrêté, il a continué de travailler. Et du coup, aujourd'hui, il a le double diplôme HEC Polytechnique. Donc c'est possible de faire des doubles cursus, mais vous les avez aussi à Audencia, à l'ESSEC, enfin, tous ont leur double cursus. Et donc vous pouvez effectivement avoir un double diplôme ingénieur, école de commerce. Là, la question qu'il faut vous poser, c'est tactiquement, où est-ce que j'ai plus de chances d'intégrer? Est-ce que c'est en faisant une prépa ECG ou est-ce que c'est en faisant une prépa scientifique? Et là, il faut vous poser une question simple. Est-ce que vous aimez les matières? Si vous aimez faire des matières variées, mathématiques à un haut niveau quand même, géopolitique ou économie, anglais, espagnol ou allemand ou autre, contraction de texte, culture générale, donc faire des dissertations, ça c'est très varié, et ben, il faut faire une prépa ECG. Si vous aimez plutôt faire que maths physique, il faut faire une prépa scientifique. Et ensuite, rejoindre via un double cursus. Si on est en prépa complètement privé comme l'autre, on sort du cursus normal, et est-ce qu'il n'y a pas de problématique ensuite à s'inscrire au concours Ah oui, non, il n'y a aucune problématique, puisqu'après il y a le système des crédits ECTS, j'en ai un petit peu parlé, c'est un peu technique. Quand on fait une prépa, une première année de prépa qu'on valide, on a 60 crédits ECTS. Le crédit ECTS, c'est un système européen qui permet d'avoir l'équivalence d'une année de fac. Exactement. Donc en fait, ce que font les étudiants, ils s'inscrivent à la fac et en parallèle, ils sont chez MyPrépa. Il faut qu'ils valident leur année chez MyPrépa. Et à l'issue des 2 années de prépa, ils ont 120 crédits ECTS qui leur permettent. Après, pour vous rassurer, nous, ça n'arrive pas. Hein. C'est-à-dire que les étudiants, généralement, ils intègrent une grande école. Hein. Ou je vous ai pris l'exemple d'un étudiant qui a voulu faire une école post-bac parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le niveau pour faire une prépa HEC. Et du coup, il est à l'IESEG aujourd'hui. Quels sont les prérequis pour entrer en prépa HEC et qu'est-ce qui ferait qu'il pourrait être rédhibitoire? Alors, quels sont les prérequis pour rentrer en prépa HEC et qu'est-ce qui serait rédhibitoire pour ne pas intégrer une prépa HEC? Alors, les prérequis, moi je vais vous le dire de manière très sincère, prérequis c'est déjà d'avoir le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut avoir envie de travailler. Si votre enfant, votre fils, votre fille n'a pas envie de travailler pendant 2 ans et de s'élever intellectuellement, et bien en fait, il ne faut pas faire une prépa. Ce serait dommage, quoi. Autant faire une prépa post-bac, enfin une école post-bac, ce serait suffisant. Ensuite, nous, ce qu'on regarde, alors je peux vous le faire différemment, ce que regardent les prépas publics et ce que nous, on regarde. Les prépas publics vont regarder, c'est via Parcoursup, hein, mais vont regarder le niveau de l'étudiant, donc sa moyenne dans les différentes matières clés, donc mathématiques, anglais, français, philosophie, géopolitique ou économie. Ils vont regarder aussi la position de l'élève par rapport à la classe. Parce que quelqu'un qui a une bonne moyenne mais qui est dernier, c'est un mauvais signal. Ils vont regarder aussi la qualité du classement de l'école, du lycée. Il y a des classements de l'Express par exemple, moi c'est celui que je regarde, qui permet de donner aussi un niveau qualité de l'établissement. Ils vont regarder aussi, très important, les appréciations. Typiquement, je m'amusais à relire les commentaires sur les bulletins de Ken, où les profs parlaient de la désinvolture de Ken. Voilà, ça, c'était clairement quelque chose qui, je pense, n'a pas permis à Ken d'avoir la meilleure prépa en France. Donc là, ceux qui veulent être dans les bonnes prépas, il faut que ce soit un sans faute. Il faut avoir 18 de moyenne. Quand je dis les bonnes prépas, les prépas du top 10, 18 de moyenne presque partout, des appréciations nickel, un classement pas trop mauvais par rapport aux autres de sa classe, un bon niveau du lycée. Là, vous pouvez prétendre avoir une bonne prépa. Chez MyPrépa, nous, ce qu'on rajoute à ça, c'est que nous, on teste les étudiants ensuite. Alors, nous, on va regarder tout ça. On ne va pas regarder que des étudiants qui ont 18, parce que précisément, si j'avais regardé que ça, déjà, j'en aurais pas beaucoup, parce que les étudiants ont encore ce tropisme vers les grands lycées. Et 2, j'aurais pas des parcours inspirants dont je viens de vous parler pendant toute cette présentation. Parce que ce qui fait aussi que je fais ce métier avec passion depuis tant d'années, c'est aussi de rencontrer des gens comme Ken, de rencontrer des gens comme Gabriel, tous ceux que Coralie, etc. Donc nous, on va regarder le profil académique, autour de 12-13, déjà ça commence à nous intéresser. Et après, on va regarder surtout le tempérament. Donc on va accueillir les étudiants, les tester leur motivation.
on va les tester en maths, on va les tester en anglais, on va les tester en géopolitique et ou en économie. Et ensuite, on prendra notre décision, mais sur la base de plusieurs critères. Voilà pour cette sélectivité chez MyPrépa et dans les grandes prépas publiques. Merci beaucoup. Ma question, c'est sur les effectifs en classe prépa. Moi, j'ai fait une prépa en province avec des effectifs qui étaient un peu plus réduits. En moyenne, c'est... Alors, les effectifs en prépa. Alors, c'est difficile de vous répondre parce que là, comme il y a eu une chute du nombre d'élèves de 10%, vous avez des prépas qui n'arrivent pas à faire le plein. Donc, vous avez des prépas qui parfois ont 5 étudiants, notamment les prépas de province. En revanche, les grands lycées, eux, arrivent toujours à peu près à remplir, mais les niveaux sont de plus en plus hétérogènes. Parce qu'avec Parcoursup, on a du mal à voir. Je pense que vous le savez, aujourd'hui, tous les étudiants ont 16 de moyenne, quasiment, parce que voilà, il y a cette inflation dans les notes avec le contrôle continu. Donc, dans les grands lycées, vous avez parfois des effectifs de 50, 60 étudiants. Ça peut arriver. Mais en moyenne, vous avez des effectifs autour de 30, 35 à peu près. Mais là, vraiment, à creuser, il faut appeler, il faut rencontrer les prépas. Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, il n'y a pas d'autres questions. Merci pour votre dynamisme et bonne chance pour cette journée.